Cette nuit-là, au Sahel, une promesse agricole a brisé le silence. Sur la télévision nationale, l'annonce d'un projet colossal contraste avec l'image d'un pays longtemps associé aux pénuries, aux sécheresses répétées et à la dépendance extérieure. Que signifie, pour les familles et pour l'avenir du Burkina Faso, cette ambition portée par Ibrahim Traoré? Si elle tient, une autre trajectoire devient soudain envisageable. Ce programme agricole ne se résume pas à une annonce spectaculaire faite à une heure symbolique. Il engage une promesse centrale, offrir une stabilité alimentaire durable, là où l'incertitude a longtemps dicté le quotidien. Pour un pays confronté à des sols fragiles, à des pluies imprévisibles et à une pression démographique constante, l'enjeu dépasse la simple culture d'un fruit. Il s'agit de tester la capacité collective à transformer une contrainte structurelle en levier d'autonomie. L'intérêt pour l'observateur est clair. Comprendre comment une initiative pensée à grande échelle peut produire des effets concrets à partir de gestes locaux, répétés et adaptés. Derrière l'objectif affiché, le risque est réel. Si le projet échoue, il renforcera le scepticisme déjà présent autour des grandes promesses agricoles en zone sahélienne. S'il progresse, même lentement, il pourrait modifier la manière dont le Burkina Faso envisage sa sécurité alimentaire et son rapport à l'aide extérieure. Tout se joue donc dans l'écart entre l'ambition formulée et la capacité à tenir dans la durée. En quelques semaines seulement, plus de 20 villages ont accepté de participer, malgré l'aridité du Sahel. Ce chiffre, limité à l'échelle nationale, a suffi à signaler une rupture. L'annonce n'était plus seulement un discours, mais un début d'exécution observable. À partir de ce point, le décor réel du projet s'est imposé. Le Burkina Faso fait face depuis des décennies à une combinaison sévère de sols appauvris, de nappes phréatiques fragiles et de saisons des pluies trop courtes pour soutenir des cultures exigeantes. Dans le Sahel burkinabé, chaque récolte dépend d'un équilibre instable entre chaleur extrême, vent sec et précipitations irrégulières. C'est dans ce cadre que l'objectif de planter 15 millions de bananiers, porté publiquement par Ibrahim Traoré, a été perçu par de nombreux observateurs étrangers comme incompatible avec les contraintes locales. Pourtant, sur le terrain, un récit différent a émergé. Dans plusieurs villages, des groupes de jeunes ont commencé à défricher des bandes de terre abandonnées, épaulés par des agriculteurs expérimentés. Ceux-ci partageaient des gestes précis, orienter les jeunes plants pour réduire l'impact du sable, creuser des rigoles sommaires pour retenir l'humidité, surveiller les premières feuilles afin d'anticiper le dessèchement. Ces initiatives restaient fragmentées, mais elles donnaient une première cohérence au programme. En parallèle, les critiques internationales rappelaient les échecs agricoles passés, l'absence d'infrastructures hydrauliques modernes et la dépendance persistante aux aides extérieures. Ce contraste a installé une tension centrale, prudence technique d'un côté, espoir pragmatique de l'autre. Dans les villages, l'annonce a souvent été reçue non comme une garantie de succès, mais comme une possibilité concrète de sortir du cycle du manque. Ce décalage entre regard extérieur et dynamique locale explique pourquoi le projet a continué à avancer malgré les doutes. La question ouverte reste entière. Cette mobilisation initiale peut-elle résister aux premières épreuves du climat et du temps ? À mesure que le programme prenait forme, certains visages sont devenus des points d'ancrage pour les équipes locales. Dans la région de Kaya, un ancien agriculteur, reconnu pour sa capacité à maintenir des cultures malgré les vents secs, s'est imposé comme formateur improvisé. Il ne donnait pas de longues consignes théoriques. Il montrait comment orienter les plants pour casser la force du sable. Comment renforcer la base avec une terre plus compacte? Comment observer la couleur des feuilles pour décider d'agir ou d'attendre? Autour de lui, des jeunes reproduisaient les gestes, puis les transmettaient à d'autres villages. Plus au nord, près d'Ouahigouya, un autre modèle a émergé. Un collectif de femmes, habituées au jardin maraîcher, a proposé d'organiser les parcelles en blocs collaboratifs. Les tâches étaient réparties, l'arrosage tournant, les pertes notées dans un registre simple. Cette méthode, encore artisanale, a circulé rapidement, car elle répondait à une contrainte immédiate, faire mieux avec peu de moyens. Chaque amélioration, même minime, renforçait l'idée que le projet pouvait s'adapter plutôt que s'imposer. Ces figures locales n'ont pas transformé les résultats du jour au lendemain, mais elles ont produit un effet précoce essentiel, déplacer l'attente.
Les villages ne comptaient plus uniquement sur des directives venues du sommet ou sur les discours associés à Ibrahim Traoré. Ils ajustaient, expérimentaient et corrigeaient selon leurs ressources réelles. Cette dynamique a modifié la perception du programme. Il n'était plus seulement une ambition nationale, mais une série de décisions quotidiennes. Le véritable impact initial tient là, apprendre en marchant avant même de réussir pleinement. L'activation du programme a d'abord pris la forme d'une effervescence maîtrisée. Dans plusieurs villages, les premières journées ont été marquées par une mobilisation rapide. Fosses creusées à la chaîne, alignement tracé au cordeau, jeunes plans mis en terre sous la supervision des anciens. Les outils circulaient sans pause, les consignes étaient répétées à voix haute et chaque geste semblait chargé d'une importance nouvelle. Cette phase initiale donnait l'impression d'un pays entrant dans une expérimentation collective où la vitesse comptait autant que la précision. L'élan était visible, porté par l'idée que le temps jouait enfin en faveur des habitants. Puis était venu le choc. Quelques semaines plus tard, la sécheresse a frappé plus tôt que prévu. En quelques heures, les feuilles des jeunes bananiers se sont recroquevillées sous la chaleur. Les rigoles creusées avec soin n'ont pas suffi à retenir l'humidité. Dans certains villages, des dizaines de plants ont jauni presque simultanément, provoquant un sentiment d'échec brutal. Les discussions ont changé de ton. L'enthousiasme des débuts a laissé place à des interrogations plus lourdes. Fallait-il continuer à investir du temps et de l'énergie dans un projet qui montrait déjà ses limites ? Cette phase critique a été amplifiée par la circulation de critiques extérieures. Relayée par les radios locales, elle rappelait les contraintes structurelles du Sahel et présentait le programme comme irréaliste. La pression psychologique s'est accumulée. Les plans mouraient, les doutes s'installaient et l'idée d'un abandon partiel a commencé à circuler. Pour beaucoup, ce moment a marqué la frontière entre l'adhésion symbolique et l'engagement réel. Pourtant, le projet ne s'est pas effondré. Dans plusieurs localités, des groupes réduits ont continué à travailler malgré l'épuisement. Ils ont protégé les plants survivants avec des brise-vents de fortune, testé différentes profondeurs de plantation et observé attentivement les zones où l'humidité persistait un peu plus longtemps. Cette résistance discrète n'a pas inversé immédiatement la tendance, mais elle a empêché une rupture totale. Certains plans tenaient encore, parfois grâce à des choix improvisés mais efficaces. C'est à partir de ces observations que la phase de réorganisation a commencé. Les villages ont comparé leurs échecs, identifié les parcelles les moins exposées et partagé les ajustements qui semblaient fonctionner. Les échanges entre communes se sont intensifiés par des visites improvisées ou des notes manuscrites. Cette circulation rapide de l'expérience a redonné une cohérence au programme. L'intervention publique d'Ibrahim Traoré, rappelant que la transformation dépendait autant de la discipline collective que de l'ambition initiale, a renforcé cette orientation. Le passage de l'activation au choc, puis à la réorganisation, a redéfini la nature du projet. Il n'était plus une promesse linéaire, mais un processus d'adaptation continue où chaque revers devenait une donnée à intégrer plutôt qu'un signal d'abandon. Au départ, le constat était extrêmement dur. Dans plusieurs villages du Nord, près de 50% des jeunes plants ont dépéri en quelques semaines. Ce taux traduit une exposition directe à l'évaporation rapide et au stress hydrique initial. Ce premier indicateur a agi comme un révélateur brutal. Il montrait que les méthodes employées lors de l'activation ne pouvaient pas soutenir une culture aussi exigeante sans ajustement profond. Les sols sableux, combinés au vent sec, accéléraient la perte d'humidité dès les premières heures suivant l'arrosage. Pour les équipes locales, cette donnée n'était pas abstraite. Elle se lisait dans les feuilles recroquevillées, dans les tiges affaiblies et dans la répétition des pertes malgré l'effort fourni. La trajectoire a commencé à changer avec l'introduction ciblée de l'irrigation goutte à goutte alimentée par des systèmes solaires. Sur les parcelles concernées, la mortalité des plants est devenue nettement inférieure à celle observée lors des premières semaines. Cette baisse s'explique par un contrôle plus précis de l'humidité du sol. Ce second indicateur n'a pas transformé l'ensemble du programme, mais il a établi un point de comparaison clair. Là où l'eau était délivrée lentement et régulièrement, les plants conservaient une couleur plus vive et une souplesse accrue.
Les habitants ont observé que ces parcelles résistaient mieux aux pics de chaleur, même lorsque les pluies tardaient. Cette différence, visible sans instrument complexe, a renforcé l'idée qu'une amélioration technique ciblée pouvait produire un effet disproportionné par rapport aux moyens engagés. Un troisième levier est apparu avec l'adoption de trous de plantation plus profonds sur certaines zones. Les plants installés selon cette méthode ont montré une résistance accrue face aux périodes sèches. La profondeur permet une rétention d'eau plus longue autour des racines. Ce constat a conduit à une phase d'analyse collective. Les villages ont commencé à comparer les résultats selon la nature des sols, l'exposition au vent et la proximité de haies ou de talus naturels. Dans les communes les plus organisées, des tableaux rudimentaires ont été tenus chaque semaine pour noter l'état des feuilles et la vitesse de reprise après les pluies éparses. Cette documentation, encore imparfaite, a servi de base à des ajustements continus, orientation des rangées, renforcement des brise-vents, adaptation des horaires d'arrosage. À ce stade, la valeur des chiffres ne résidait pas dans leur précision statistique, mais dans leur capacité à guider l'action. Ils ont permis de passer d'une impression diffuse d'échec à une lecture plus structurée des progrès possibles. Cette approche pragmatique a été régulièrement mise en avant par Ibrahim Traoré lors de ses interventions publiques, insistant sur l'importance d'apprendre à partir des écarts observés plutôt que de viser immédiatement un succès total. La bascule essentielle se situe ici. Le projet est passé d'une promesse fragile à une dynamique appuyée sur des améliorations mesurables. Les pertes initiales n'ont pas disparu, mais elles ont cessé d'être perçues comme une fatalité. Elles sont devenues un point de départ à partir duquel les communautés ont appris à stabiliser progressivement la croissance des plants. Deux lectures opposées du programme se sont imposées au fil des mois. La première, largement relayée par des experts extérieurs, affirme que l'initiative ne pourra jamais franchir un seuil de viabilité durable. Selon cette analyse, la combinaison d'un sol appauvri, d'une saison sèche prolongée et d'une infrastructure hydraulique limitée condamne toute tentative de culture intensive du bananier dans le Sahel. Les pertes observées lors des premières semaines sont présentées comme la confirmation d'une fragilité structurelle déjà documentée dans d'autres projets agricoles de la région. Un second argument complète cette position critique. Il souligne l'écart entre l'ambition annoncée et la capacité logistique réelle du pays. Sans réseau d'irrigation à grande échelle ni mécanisme de maintenance centralisé, le programme risquerait de s'épuiser rapidement. Dans cette perspective, la mobilisation initiale serait surtout émotionnelle, incapable de compenser durablement les contraintes climatiques. Chaque épisode de sécheresse renforcerait alors l'idée que le projet repose davantage sur un symbole politique que sur une base technique solide. Face à cette lecture pessimiste, une autre interprétation s'est développée dans les villages engagés. Pour les habitants, les revers initiaux ne prouvent pas l'impossibilité du projet, mais la nécessité d'un apprentissage collectif. Les ajustements observés, irrigation solaire ciblée, protection contre le vent, amélioration des méthodes de plantation sont perçus comme des réponses concrètes à des contraintes bien réelles. Cette approche repose moins sur des modèles théoriques que sur l'expérience directe et la répétition des gestes efficaces. La réalité observée oblige à nuancer les deux positions. Les chiffres restent modestes et ne garantissent pas une expansion rapide. Cependant, ils montrent que certaines hypothèses de départ, jugées trop pessimistes, ne tiennent plus entièrement. Les plans bénéficiant d'ajustements précis ont retrouvé une vitalité visible, tandis que l'organisation communautaire s'est renforcée. Ibrahim Traoré a régulièrement mis en avant cette zone intermédiaire, où les limites techniques rencontrent la capacité d'adaptation locale. Le débat ne se résout donc pas entre succès et échec, mais dans l'équilibre fragile entre contraintes environnementales et apprentissage collectif progressif. Le changement ne tient pas à une annonce spectaculaire, mais à une coordination nouvelle des pratiques déjà testées. Là où les techniques restaient isolées, elles ont commencé à être appliquées ensemble. Une irrigation solaire ciblée, des trous de plantation plus profonds et des brise-vents renforcés par des haies locales. Cette combinaison a modifié la trajectoire de plusieurs parcelles, non pas en supprimant les pertes, mais en ralentissant leur accumulation. Le projet a cessé de réagir au climat, il a commencé à l'anticiper partiellement. Cette bascule a changé la perception des équipes locales. Les villages ne parlaient
plus seulement de survie des plants, mais de stabilité relative. Les discussions ont glissé vers l'organisation du travail, la maintenance des dispositifs et la transmission des méthodes efficaces. Le programme est entré dans une phase moins émotionnelle, plus méthodique. Cette transition marque un point médian essentiel. L'initiative n'est plus une expérimentation chaotique, sans être encore un modèle consolidé. Dans ses prises de parole, Ibrahim Traoré a souligné cette évolution discrète. Il n'a pas mis en avant un succès final, mais une capacité nouvelle à tenir dans le temps. Ce positionnement a renforcé l'idée que la transformation ne se mesurerait pas en résultats immédiats, mais en continuité des efforts. À ce stade, une question devient centrale. Cette stabilité naissante peut-elle produire des effets tangibles au-delà des parcelles pilotes ? Les effets du programme ont commencé à se manifester bien avant toute généralisation, touchant différemment 4 groupes clés. Le premier est celui des familles rurales, directement exposées aux aléas climatiques. Dans plusieurs villages, la survie accrue d'une partie des plants a permis d'envisager des récoltes partielles, modestes mais régulières. Cette perspective a réduit la dépendance immédiate aux achats extérieurs et a réintroduit une forme de prévisibilité dans des foyers habitués à l'incertitude. Le changement n'est pas spectaculaire, mais il agit comme un amortisseur psychologique face aux périodes de pénurie. Le deuxième groupe concerne les petites activités économiques locales. Les coopératives, souvent animées par des femmes, ont trouvé dans la stabilisation progressive des parcelles une base pour développer des transformations à faible échelle. Par exemple, des bananes séchées, des produits dérivés destinés aux marchés locaux et des circuits courts informels. Ces initiatives ont créé des revenus complémentaires et renforcé les compétences organisationnelles. L'impact reste fragile, mais il montre comment une amélioration agricole limitée peut produire un effet d'entraînement économique lorsqu'elle est collective et structurée. Le troisième groupe est celui des jeunes. Leur implication dans les formations et dans la maintenance des dispositifs a modifié les relations intergénérationnelles. Les anciens transmettent des pratiques d'adaptation, tandis que les plus jeunes expérimentent et diffusent rapidement les méthodes efficaces. Cette dynamique a offert une alternative concrète à l'exode en donnant un rôle visible et utile à une population souvent marginalisée dans les projets agricoles traditionnels. Pour beaucoup, participer à cette phase du programme signifie rester et construire plutôt que partir. Enfin, le quatrième groupe regroupe les acteurs institutionnels locaux. Les responsables municipaux ont observé que la progression, même lente, des plans influençaient la gestion de l'eau et des sols. Des réunions intervillages se sont multipliées, des relevés réguliers ont été instaurés, et des priorités communes ont émergé. Cette structuration inattendue a donné au programme une dimension de gouvernance locale, où la coordination devient aussi importante que la technique. Les interventions publiques d'Ibrahim Traoré ont renforcé cette lecture en insistant sur la discipline collective comme condition de durabilité. Pris ensemble, ces effets dessinent un paysage contrasté. Aucun groupe ne peut encore parler de transformation achevée. Pourtant, chacun perçoit un gain spécifique, stabilité émotionnelle pour les familles, diversification pour les activités économiques, perspective d'ancrage pour les jeunes et capacité de planification pour les institutions. C'est cette convergence partielle qui donne au projet sa crédibilité actuelle. La question qui s'impose désormais est simple. Ces effets fragmentés peuvent-ils s'additionner pour soutenir une trajectoire durable à l'échelle nationale ? À partir des tendances observées, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles aident à raisonner. Dans le scénario de base, les pratiques actuelles se maintiennent sans accélération majeure. L'irrigation solaire reste concentrée sur certaines parcelles, les méthodes de rétention d'eau sont appliquées de façon inégale, et la coordination intervillage progresse lentement. Les plants gagnent en robustesse, mais demeurent sensibles aux épisodes climatiques extrêmes. Les communautés parviennent à stabiliser une partie de la production, suffisante pour préserver l'élan collectif et soutenir les coopératives locales. Les avancées sont modestes, mais cumulatives. Le projet reste fragile, tout en évitant le retour à la situation initiale.
Dans le scénario plus favorable, la diffusion des techniques efficaces s'intensifie, les formations sont mieux coordonnées, la maintenance des dispositifs solaires devient plus régulière et les échanges d'expériences entre communes s'accélèrent. Les plans affichent une croissance plus homogène et les récoltes partielles deviennent plus fréquentes. Les coopératives féminines élargissent leur capacité de transformation, attirant des partenaires régionaux. Cette dynamique ne supprime pas les contraintes du Sahel, mais elle permettrait au programme de passer d'une phase expérimentale à un modèle reproductible, capable d'être étendu progressivement. Le scénario défavorable repose sur un choc climatique prolongé, une sécheresse persistante ou une succession de vents secs pourrait réduire brutalement les gains obtenus. Les plants les plus jeunes seraient les premiers touchés, fragilisant les parcelles déjà instables. Si la démotivation s'installe, les ressources humaines essentielles à la maintenance pourraient se disperser. Le programme n'échouerait pas immédiatement, mais entrerait dans une phase de ralentissement sévère, nécessitant un recentrage sur un nombre limité de zones plus résilientes. Ces trois trajectoires ont un point commun. Aucune ne dépend d'un événement spectaculaire. La variable décisive reste la capacité à préserver la cohérence du travail collectif. Si les pratiques déjà acquises sont maintenues et partagées, même un contexte difficile peut être partiellement absorbé. Dans le cas contraire, les progrès resteront ponctuels et vulnérables. L'enjeu n'est donc pas de choisir une trajectoire idéale, mais d'adopter une manière de penser le projet comme un processus conditionnel. Si la coordination tient, alors la stabilité progresse. Si elle se délite, alors les limites reprennent le dessus. Au-delà des chiffres et des scénarios, le programme agit comme un révélateur pour ceux qui l'observent, au Burkina Faso comme ailleurs. Il montre comment une transformation peut émerger sans garanties immédiates, portée par une accumulation de gestes plutôt que par une solution unique. Pour le spectateur extérieur, cette dynamique invite d'abord à revoir certaines attentes. Le changement n'est ni rapide ni linéaire. Il se construit dans la durée, à travers des ajustements répétés face à des contraintes persistantes. Pour les habitants concernés, l'effet est plus intime. Les familles rurales perçoivent dans la survie accrue des plans une forme de sécurité émotionnelle nouvelle. Même limitée, la perspective de récolte partielle atténue l'angoisse liée aux périodes de pénurie. Les jeunes, eux, trouvent dans les formations et les expérimentations un espace de responsabilité. Participer au maintien des parcelles leur donne un rôle visible et utile, renforçant leur sentiment d'appartenance à une trajectoire collective. Les coopératives féminines, déjà engagées dans d'autres activités agricoles, voient dans la stabilisation progressive du projet une opportunité d'élargir leurs compétences. La transformation des produits dérivés devient un terrain d'apprentissage économique et organisationnel, avec des effets concrets sur l'autonomie locale. Ces évolutions restent fragiles, mais elles modifient la manière dont les communautés se projettent. Pour le spectateur, deux pistes de réflexion se dégagent. La première concerne la valeur de l'engagement collectif dans des environnements hostiles. La seconde interroge la manière dont des initiatives locales, souvent jugées insuffisantes à distance, peuvent produire des effets cumulés lorsqu'elles sont observées à l'échelle du quotidien. Le programme ne demande pas d'adhésion aveugle. Il propose un cadre pour réfléchir à ce que signifie persévérer lorsque les résultats tardent. Ce déplacement du regard constitue peut-être l'un de ses effets les plus durables. Pour consolider les avancées obtenues, le programme doit entrer dans une phase plus structurée, sans perdre la souplesse acquise sur le terrain. L'enjeu n'est plus d'expérimenter au hasard, mais d'organiser ce qui fonctionne déjà. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, plusieurs axes d'action se dégagent, fondés sur une répartition claire des rôles et des responsabilités. Le premier axe concerne l'observation régulière. Dans les villages, des comités identifient les parcelles les plus résilientes et établissent un calendrier d'entretien hebdomadaire. L'état des feuilles, la couleur des tiges et la fréquence des arrosages sont notés de manière systématique. Ces relevés simples servent d'indicateurs précoces permettant d'ajuster les pratiques avant que les pertes ne s'accumulent. Le deuxième axe porte sur la transmission ciblée des savoirs. Des agriculteurs expérimentés animent des sessions courtes centrées sur des gestes précis: protection contre le vent, profondeur optimale des trous de plantation, usage rationnel de l'irrigation solaire.
Les villages les plus avancés accueillent ces formations afin d'accélérer la diffusion des méthodes éprouvées. Le critère de réussite reste concret, réduire visiblement le nombre de plants flétris durant les premières semaines. Un troisième axe concerne la maintenance collective. Les équipes locales vérifient régulièrement les dispositifs goutte à goutte, organisent les réparations et harmonisent les horaires d'arrosage. Ce suivi évite que des pannes mineures ne compromettent des semaines d'efforts. Enfin, les groupes féminins et les communes coordonnent les premières chaînes de transformation et de collecte. L'objectif n'est pas l'expansion rapide, mais pas la continuité. Ibrahim Traoré a insisté sur ce point. La durabilité dépend moins d'un saut spectaculaire que de la capacité à rendre ces mécanismes reproductibles et fiables dans le temps. Dans plusieurs villages, les gestes transmis au début du programme sont devenus des repères silencieux. Protéger un plant du vent, creuser une rigole plus profonde et observer la feuille avant d'arroser. Ces actions simples, enseignées par quelques figures locales, ont fini par incarner bien plus qu'une technique. Elles sont devenues le symbole d'une persévérance collective face à un environnement longtemps perçu comme immuable. Ce fil conducteur traverse aujourd'hui l'ensemble du projet. Les bananiers qui tiennent encore debout ne représentent pas seulement des plants sauvés, mais la preuve tangible qu'un effort répété peut modifier une trajectoire jugée impossible. Lorsque Ibrahim Traoré évoque l'avenir du programme, il revient souvent à cette idée de continuité entre les débuts fragiles et les progrès actuels. Les améliorations observées ne sont ni rapides ni définitives. Elles sont le résultat d'une accumulation patiente, faite de corrections, d'échecs acceptés et de savoirs partagés. Dans la saison sèche, les feuilles redevenues plus vertes rappellent que la transformation ne naît pas d'un moment spectaculaire, mais d'une capacité à tenir lorsque l'enthousiasme retombe. Ce rappel est central. Le projet ne s'est jamais appuyé sur une certitude de succès, mais sur une volonté de ne pas abandonner au premier revers. Ce qui a commencé par quelques gestes isolés a ouvert un horizon plus large. Et cet horizon repose sur une idée simple. La constance peut devenir une force. Au terme de ce parcours, le programme ne se présente ni comme un modèle achevé, ni comme une promesse à applaudir sans réserve. Il apparaît plutôt comme un espace d'observation partagé où se croisent contraintes environnementales, apprentissage collectif et choix politiques assumés. Ce que révèlent ces mois d'efforts, ce n'est pas seulement la capacité d'un pays à cultiver dans un milieu hostile, mais sa manière de redéfinir la valeur de la persévérance. Pour ceux qui suivent cette trajectoire, l'enjeu dépasse le cas du Burkina Faso. Il interroge la façon dont les sociétés évaluent leurs propres initiatives. Attend-on des résultats immédiats ou accepte-t-on des progrès lents mais cumulés ? Observe-t-on uniquement les chiffres finaux ou aussi les transformations intermédiaires qui modifient les comportements, les relations et les attentes ? Dans ce cadre, le rôle du spectateur n'est pas passif. Regarder, c'est comparer, questionner, discuter. C'est aussi reconnaître que certaines dynamiques ne prennent sens qu'avec le temps. La question reste ouverte et elle s'adresse à chacun. Comment juger une transformation encore incomplète sans la condamner trop tôt ni l'idéaliser trop vite ?